Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Si un crime peut en cacher un autre, il peut parfois en cacher plusieurs autres. C'est un peu ce qu'ont vécu les fins limiers du 36 quai des Orfèvres dans l'affaire Bernard Pesquet. Tout commence en juillet 1976, quand 2 riches retraités et la personne qui travaillait à leur service sont retrouvés morts dans leur appartement de Neuilly-sur-Seine. Rapidement, tous les indices mènent à un peintre en bâtiment de 54 ans, marié et a priori sans histoire. Vous écoutez l'affaire Bernard Pesquet, première partie. Le 29 juillet 1976 au matin, un message radio à l'état-major de la police annonce qu'il y a 3 morts tués par balle. Neuilly, un bel immeuble, un environnement plus que bourgeois, des gens aisés. Là, on est au 54 boulevard Maillot, à Neuilly-sur-Seine, c'est-à-dire tout près de Paris, tout près de la porte Maillot. L'un des policiers, alerté par le gendre de M. Bergot, constatant que la porte est infranchissable, va aller au 56, il va monter au 4e, il va passer par-dessus la rambarde du balcon filant. Il a marché sur une corniche, il a sauté sur le balcon des Bergot. Là, il a cassé une vitre et il est rentré dans l'appartement. Et c'est ce gardien de la paix qui découvre Émilien Bergot, 76 ans, Elisa Bergot, 66 ans, et puis dans les toilettes, la femme de maison, 55 ans. Dans la foulée, sont arrivés Pierre Ottavioli, patron à l'époque de la brigade criminelle. Ottavioli, il ne se déplace pas sur tous les crimes. Claude Cancès, qui était patron d'une section de crimes de sang. Et on va rapidement sur place, au domicile des époux Bergot. On va découvrir 3 cadavres. Claude Cancès, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Les 2 corps des époux Bergot seront trouvés dans leur chambre, l'un sur l'autre. Et la femme de ménage, on la découvre dans les toilettes, assise sur la cuvette, manifestement étranglée, des traces de strangulation et une balle dans la tête. On trouvera des douilles et des cartouches 7,65. On se retrouve dans un appartement qui a été saccagé, dévasté. On a le sentiment que le ou les auteurs ont fouillé, cherché quelque chose. Il ne s'agissait pas d'un crime, il s'agissait carrément de torture. François Pelfort, brigade criminelle de Paris. Le mari avait été ligoté et la femme torturée pour que le mari dise où étaient ses valeurs à la maison. Ça rappelait des anciennes manières, c'est-à-dire que dans le temps, dans les campagnes, certains investissaient des grosses fermes et brûlaient les pieds des habitants pour essayer d'avoir leurs économies. On appelait ça les chauffeurs. La fille des époux Bergot constate que les bijoux de ses parents ont disparu. Il y avait des lingots d'or, des médailles, pas mal d'objets qui ont été emportés par l'assassin. Compte tenu des circonstances et de l'état des victimes, toutes les hypothèses étaient possibles. Ça pouvait être 2, 3 personnes, un criminel averti, endurci, sans scrupules. On se rend compte manifestement que les faits sont relativement récents. Les corps sont encore chauds, donc les crimes ont dû être perpétrés quelques heures auparavant. Pourquoi a-t-il tué ? L'assassin a peut-être craint d'être reconnu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la porte de l'appartement du boulevard Maillot ne porte aucune trace d'effraction, ce qui laisserait supposer que le malfaiteur a tout simplement sonné à la porte et que le domestique est venu ouvrir comme un simple visiteur. On découvre ce spectacle-là, tous les collègues qui sont là, on ne pense qu'à une chose, identifier l'auteur, l'arrêter et essayer de comprendre. Et là, en présence de la fille des époux Bergot et de son gendre, on fait une perquisition. Tout est fouillé. Et sous un des lits, on découvre le sac de Madame Bergot. Et dans le sac de Madame Bergot, il y a le devis d'un peintre de Pierrolais dans le Val d'Oise, qui s'appelle M. Bernard Pesquet,
et qui proposait des travaux de peinture, de restauration, etc., etc. Et sur le devis, il était indiqué que ce monsieur Bernard Pesquet repasserait le 29 juillet 1976 à 11h30 du matin. Donc, le jour du triple assassinat. La fille des époux Vergou nous dit « Oh là là, ce personnage, il a travaillé pendant quelques années. Pour mes parents, mon père, il n'en a pas été très satisfait. Et il s'est remanifesté ces dernières semaines, parce que mon père m'en a parlé. Il est venu nous voir mes parents en disant qu'il était un petit peu à la rue. En fait, en gros, il venait quémander. On se dit, c'est le premier témoin à voir, à entendre rapidement. Il a peut-être vu quelque chose, il a peut-être croisé des gens. Vers minuit, on regagne le 36 quai des Orfèvres. On fait des recherches concernant ce Bernard Pesquet. Au fichier central de la police judiciaire, on nous dit il y a un dossier criminel, mais on ne peut pas le consulter parce qu'il est au Chesnay. Et vous pourrez le consulter que demain à partir de l'heure des bureaux. Et c'était encore la police du Moyen-Âge. Alors que maintenant, dans le quart d'heure qui suit, on a tout le pédigré de Bernard Pesquet tout de suite. On envoie donc deux inspecteurs chercher Bernard Pesquet à Pierrenay. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils ne le trouvent pas. Ils interrogent des voisins, et les voisins leur disent « Mais regarde, monsieur Bernard Pesquet, il s'en va là-bas. » Manifestement, il avait vu arriver les flics, et il prenait la tangente. « Monsieur Pesquet, police judiciaire, on a besoin de vous entendre. La règle veut que lorsqu'on va chercher un témoin comme ça, on évite de poser des questions. Durant le trajet, on attend d'arriver au bureau, au calme. » Ce qu'ils font, ils le conduisent dans leur voiture gentiment, sans lui mettre des menottes, il n'y avait aucune raison de lui mettre des menottes. Mais au 36 quai des Orfèvres, le collègue qui était parti au Chesnay nous appelle du Chesnay en nous disant « Bernard Pesquet a été condamné en 1941 à perpétuité pour un assassinat. » Ça change tout. Pendant le trajet, Claude Cancès appelle son équipage et leur dit « Arrêtez-vous au premier commissariat venu et téléphonez-moi. » Parce qu'ils ne pouvaient pas parler à la radio puisque Pesquet était dans la voiture. Ils arrêtent la voiture, ils appellent Cancès et Cancès leur dit « Vous lui avez mis les pinces, les menottes ?»« Non, il est témoin. »« Non. Mettez-lui les pinces. » De simple témoin, il devient un chaud témoin, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est placé en garde à vue, les auditions se font, un mutisme total, une indifférence. Le personnage intrigue, notamment les gens qui l'interviewent. Petit costume sombre, chemise, cravate, cravaté, les cheveux bien peignés. On est étonné par son aspect, on s'attend à quelqu'un, non pas de viril, mais quelqu'un de moralement et physiquement solide. Et il ne donne pas une impression de solidité. Il paraît fragile même, quelque part. Il n'y a que son regard. Un regard qui vous glaçait d'effroi. Vraiment, c'était... Et je n'ai jamais oublié cette scène-là. Mon bureau, je sais celui du patron de l'époque, Pierre Ottavioli. Bernard Pesquet, il venait d'arriver il y a 2-3 minutes, et Ottavioli ouvre la porte de communication, passe à la tête pour me dire qu'il s'en va. Et là, il regarde Bernard Pesquet, il me regarde, sans se dire en ce mot, on dit ce type-là, il est éminemment suspect, même plus que suspect.
Et on le fouille. Et là, la fouille à poil. Et on épluche tous ces papiers. Il prend le portefeuille, il ouvre le portefeuille. Il y a la carte American Express de M. Émile Bergot, l'une des victimes du 54 boulevard Maillot à Neuilly. Il dit mais monsieur le commissaire, mais c'est pas difficile. J'avais amené des échantillons de papier peint pour faire le travail qui m'était demandé chez les Bergot. Et je l'ai repris. Et quand je suis arrivé chez moi à Pierrelet, la carte American Express de M. Bergot est tombée des échantillons de papier peint. Elle a dû se glisser à l'intérieur. Voilà. C'est un petit peu désespérant parce que c'est tellement évident qu'on a en face un assassin qu'on perd son temps à poser des questions, il répond à côté, ça rime à rien. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute. Bernard Pesquet, condamné pour meurtre en 1941, a récidivé. Même si pour le moment il nie, pour le coincer et obtenir des aveux, ils vont se plonger dans le passé du peintre et tenter d'en savoir plus sur ce meurtre commis 35 ans plus tôt. On apprend qu'il a eu une enfance particulièrement cabossée. Élevé par son grand-père, je crois, sa mère l'a abandonné. Et puis il va connaître comme univers, ça va être à la prison. On apprend son passé judiciaire. En 1941, il avait 19 ans. Il est accusé d'avoir tué un certain Julien Quibel. La personne qui l'a tué, qui travaillait avec lui d'ailleurs, sa boîte, était homosexuel comme lui. Les raisons pour lesquelles il a tué, peut-être un vol, l'appât du gain. Toujours est-il qu'il a essayé de faire avancer la thèse de son petit copain qui était un collaborateur et que lui, héros de la résistance, il avait tué un collaborateur. Il l'a assommé et décolleté, c'est-à-dire qu'il a coupé le cou. Je crois que c'était avec une barre de fer. Il n'avait pas d'arme à feu à sa disposition, il a massacré, quoi. Il a massacré. Il a donc été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Bon, à 19 ans. En 1962, 21 ans après son arrestation, Bernard Pesquet est libéré par le jeu des remises de peine. Il a alors 40 ans et a passé la moitié de sa vie en prison. Il s'installe dans le Val d'Oise. Il finit par être libéré. Et là, il monte sa petite entreprise de peinture. Et il passe pour un bon petit gars, qui est un bon artisan, qui fait bien son boulot, qui est sérieux. Et ce qui est vrai, c'est qu'il réussit à s'entourer de personnes. Le curé du coin, le maire du coin, etc., dans le Val d'Oise, qui disent que ce garçon est en train de se réinsérer. Cet homme a été cité en exemple par certains services de justice, auxiliaires de justice, qui étaient là pour la réinsertion de certains détenus jeunes, des jeunes gens. À tel point qu'on lui envoie des apprentis qui eux aussi ont éventuellement eu maille à partir avec la justice et qui veulent se réinsérer eux aussi. Il se marie avec une Bretonne qu'il a connue par agence matrimoniale, c'est-à-dire que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se connaissent pas trop. Elle a vu une annonce sur un journal, Pierre Ruot, frère de Christiane Pesquet. dont l'annonce de Pesquet, là, et qui a tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce que grand entrepreneur,
de bâtiments, enfin, ils construisaient des immeubles, tout ça, des appartements. Alors, ça lui a tapé dans l'œil et puis, une belle affaire, sans doute qu'elle a dû le dire, quoi. Il était mielleux déjà, de toujours sourire et c'était le gars merveilleux à le voir, quoi. C'est comme ça, si on veut, quoi. Christian avait 33 et lui 54. Mais nous, par la différence d'âge déjà, on avait déjà réagi. On lui avait dit, bon, il y a une différence d'âge, mais c'est tout, ça, parce qu'on ne voulait pas non plus l'empêcher de se marier, quoi. Ils se sont mariés le 24 décembre 1968. Ils ont fait un mariage flonflon un peu. On est allé au restaurant, bien sûr. Il a arrosé les invités de champagne, soi-disant que c'était la coutume à Paris. Alors, les invités ont pris ça mal d'un côté, parce que le lavage de tête au champagne, chez nous, ça se faisait pas. Hein. Donc, jusqu'à 1976, Bernard Pesquet, rien de trop à dire. Bernard Pesquet, arrêté après le triple crime de Neuilly, continue à nier malgré les charges qui pèsent contre lui. On est avenue de la Libération à Pierrelet, et c'est là que habitait Bernard Pesquet. Il y avait une maisonnette, il y avait beaucoup de petits trucs dépendants, des petites cabanes et tout ça, et beaucoup de matériel. Sa maison, c'était un foutoir pas possible. Il habitait dans un chantier. Il entreposait le neuf comme le vieux. C'était rouillé, c'était pourri. On se serait cru dans une casse auto, quoi. Ça n'en est pas recommencé. Enfin, on avait fait des équipes, telle partie, vous, telle partie, etc. Et donc, il y avait les gars de la brigade criminelle qui fouillaient, là. Et on s'est tous pointés là. On s'est mis derrière les canisses. Et on était à 1,50 m de la perquisition. Une perquisition comme ça, c'était incroyable. Pesquet, bien entendu, Pesquet est là. Alain Tour, chef du SRPJ de Versailles. Il est assis au bout d'une table. Et donc les enquêteurs investiguaient, si je puis dire, un peu partout. Assez rapidement dans la matinée, dans un des hangars, dans un tiroir, on découvre les clés de l'appartement des époux Vergou. Bernard Pesquet nous accuse. C'est vous qui avez amené les clés. Et puis, on découvre, dans une boîte en bois, ça résonnait, on pensait à des boules de pétanque, on ouvre, il y avait 1 ou 2 lingots d'or, des pièces, des bijoux, une partie de ceux qui avaient été dérobés chez les époux Vergou. Alors pareil, c'est vous, messieurs les flics, qui avez amené ça. Il a dit qu'il y avait plus de lingots d'or, mais qu'il en avait à lui et que je les avais piqués. Il dit c'est M. Pelfort chargé de la perquisition qui, quand même, il retenait les noms, il observait les gens, il était muet, mais il avait un regard inquisiteur, froid. Vous nous voyez en train de mettre pour l'accusé les clés de l'appartement de Neuilly et les bijoux, et c'est surréaliste. Et puis, quelques heures après, l'arme, un 7,65 qui s'avérait être l'arme de crime. Et j'ai un souvenir, l'avocat de Bernard Pesquet donnant une petite conférence de presse, parce qu'il y avait une nuée de journalistes. Il était assez décomposé, cet avocat, à ce moment-là. En ce qui me concerne, je puis dire que ce qu'on a découvert
n'arrange pas beaucoup la défense de Pesquet, du moins quant à présent. Nous, pendant la perquisition, on n'a pas arrêté de voir Bernard Pesquet aller et venir. Alain Hamon, journaliste et auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire. Les photographes s'en donnaient à cœur joie et tout. Il a été photographié sous toutes les coutures. Franchement, il ressemblait pas à grand-chose. Il ressemblait à un type très ordinaire. Très, très ordinaire. Toute la perquisition, on l'a laissé le plus souvent dans la salle de séjour de sa maison, avec un de nos collaborateurs de la brigade criminelle, qui avait en charge non seulement sa surveillance, mais voir ses réactions. Et il a été impassible. Il répondait pas aux questions sauf dire « je suis innocent, c'est pas moi, je suis innocent, c'est pas moi ». Et c'est tout, mais c'est tout. Il y avait une photo de lui et sa femme sur le buffet, comme on met traditionnellement. Et donc, il y a un flic qui lui dit mais dites donc, c'est votre femme, ça ? Oui, bien sûr. Mais elle est où, votre femme, là ? Elle n'est pas là Ah ben non. Alors lui, il répète ce qu'il a dit à qui voulait l'entendre depuis 3 ans. Elle est partie. Et il nous dit que sa femme avait disparu, qu'il ne savait pas où elle était. Et là, on se posait des questions. Pierre Ruot, frère de Christiane Pesquet. On la voyait, elle revenait de temps en temps, mais pas souvent. Mais elle revenait quand même. Premier de l'an de l'année 74. Pas de courrier, ni à maman, ni rien. On n'avait pas le téléphone, nous, ici. Il téléphone chez le voisin. Qui le levé. Bonjour Pierre, et comment vas-tu? Et il m'a dit, mais oui, comment vas-tu? Mais moi, je vais te dire, comment va Christiane? Ah, Christiane? Ah ben, Christiane, elle m'a quitté. Elle est partie avec un de mes représentants. Je suis triste. Et je suis resté qu'avec mon chat. Et on s'est dit, c'est fichu, on va pas l'avoir. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.